Bienvenue dans ce JT du droit du travail avec maître Pascal Pétrel. Bonjour maître. Bonjour. Vous dirigez le cabinet Pétrel qui est implanté à Paris, Lyon et Tel Aviv. Vous êtes spécialiste en droit du travail et droit de la protection sociale. Et aujourd'hui, on vous a sollicité pour parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, évidemment celui du recrutement dans le secteur de la CHR, comme on dit, les cafés, hôtels et restaurants, et aussi dans le secteur de l'événementiel et du tourisme qui sont un peu oubliés, mais pourtant qui sont sous pression en ce moment. Première question, maître, est-ce que ces métiers souffrent de leurs caractéristiques, c'est-à-dire des horaires difficiles, on finit tard le soir, on commence tôt le matin, et puis pas de week-end, pas de vacances, une vie de famille, une vie sociale difficile? Alors, je pense qu'effectivement, en particulier les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, après on pourra éventuellement parler de l'événementiel, mais souffrent effectivement historiquement de cette difficulté des conditions de travail qui font que les salariés n'ont pas effectivement de vie de famille, n'ont pas de, je dirais, de vie personnelle puisqu'ils doivent s'adapter à des contraintes d'horaire et d'organisation qui sont très spécifiques et qui sont liées bien sûr à la liberté qu'ont les autres de profiter des plaisirs de la vie. Et on va dire, ce secteur est le contre-coup, au contre-coup de la crise qui vient d'être vécue par rapport au Covid, puisqu'effectivement, pendant de nombreux mois, voire même quelques années, le secteur a été confronté à des périodes de fermeture qui ont complètement modifié la vision que pouvaient avoir les salariés. Alors, le phénomène n'est pas nouveau. Vous voulez dire, ils se sont rendus compte qu'on pouvait vivre différemment? Exactement. Avec les sous qui continuent à tomber. Exactement, puisque pendant la période du Covid, ils ont été rémunérés, puisque la politique était effectivement de rémunérer les personnes qui restaient à domicile. Alors comme vous êtes un spécialiste, on rappelle qu'ils n'ont pas été couverts à 100% pour leur perte de revenus, ils ont été couverts entre 72 et 85%. Oui, en 72-85%, voire même pour les rémunérations les plus faibles jusqu'à 100%, Jusqu'à 100%, puisque effectivement. le 100% a été effectivement la zone d'équilibre pour un certain nombre de salariés. Mais je crois surtout pendant cette période que finalement, ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir une vie de famille plus intense, qu'ils pouvaient effectivement décider davantage de leur liberté et de leurs enfants s'ils en avaient, et que ça a changé considérablement leur vision de leur avenir professionnel, indépendamment, je dirais, de leur choix personnel professionnel. Et puis certains en ont profité pour apprendre un autre métier, soit improviser quelque chose, soit se former, apprendre autre chose et donc gagner de l'argent autrement. Pour moi, il y a une articulation de deux éléments. Le premier, c'est que effectivement, en étant rémunéré et en étant en l'absence de travail, ça conditionne effectivement une réflexion sur l'articulation de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Et la deuxième chose, puisqu'effectivement il y a cette réflexion sur la vie professionnelle, on réfléchit sur de nouvelles orientations. Alors comme je le disais, le phénomène n'est pas nouveau, parce que moi qui connais un certain nombre de personnes dans ce secteur d'activité, il y avait déjà des problèmes de recrutement, oui, mais il y avait quand même effectivement une certaine fluidité, puisque éventuellement quelqu'un partait, on retrouvait assez facilement. On mettait une annonce et il y avait des candidats. Alors que là, structurellement, il y a un vrai problème de recrutement. D'ailleurs, les statistiques le démontrent, puisque a priori, de ce que je comprends, il y a notamment pour la saison, il y a un vrai déficit de recrutement. Il y a ce chiffre qui sort un peu comme une tarte à la crème, moi qui suis juriste économique. Souvent, il y a des chiffres qui sont mis en défaut. Là, on parle de 250 000. Est-ce que c'est 250 000 qui sont en fait 100 000 ou 250 000 qui sont 500 000? Alors, je suis toujours très prudent avec ces statistiques parce qu'on n'a jamais vraiment les tenants et aboutissants de la réalité ou de l'exactitude des chiffres. Mais je pense que, en tout état de cause, on doit bien être sur une proportion de 150 000 effectivement de recrutement difficile à opérer. Pour dire les choses autrement, dans un restaurant, ça va être un serveur qui va manquer, voire deux. Un serveur, voire du plongeur, personnel en cuisine, un plongeur. Dans l'hôtellerie, on parle d'hôtels qui sont obligés de fermer des étages et pas par manque de clients, mais par manque de personnel pour le ménage. C'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'après le contexte de Covid, où finalement il y a eu une absence d'activité de ce secteur pendant des mois, aujourd'hui
la croissance et l'accélération effectivement de l'activité économique, qui est, je dirais, la conséquence d'une absence d'activité pendant la période du Covid, fait que ces activités-là retrouvent un niveau d'activité maximal en ayant une absence de ressources en adéquation. Bon, Donc, ça peut améliorer la rentabilité, sauf qu'on perd trop de ventes. Mais vous connaissez comme moi le delta ou le rapport entre personnel et recettes. alors, la rentabilité, je pense que ça peut effectivement l'améliorer, mais il faut que les propriétaires ou les managers repensent le système d'organisation aussi, puisque ça veut dire que, inévitablement, si on est en restauration, ben, si on a une problématique de service, il faut absolument pas méconnaître le service au client, parce que là, on risque effectivement d'avoir une atteinte de sa crédibilité et de son De vous à moi, il y professionnalisme. en a qui avaient arrêté de servir et d'opérer et qui venaient relever les compteurs. Alors, c'est caricatural, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de patrons aujourd'hui dans le secteur qui mettent un peu plus que la main à la pâte, qui Ah font bah, des ils journées sont de même 14 heures ou complètement 18 en heures. Ouais. action opérationnelle. Ils sont même multifonctions parce Et qu'ils ouais. sont obligés d'être partout à la fois. Et quand je parle de penser réorganisation, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri qu'un certain nombre de restaurants, même pendant la saison, puissent opérer par exemple une période de fermeture hebdomadaire pour justement permettre l'organisation du travail en respectant quand même aussi les contraintes légales et conventionnelles Vous nous qui les doivent rappelez, exister. on peut travailler jusqu'à 6 jours consécutifs, mais on est obligé d'avoir 2 Après jours de repos. D'accord. exactement, des jours de repos hebdomadaires par roulement. Mhm. On a quand même des durées maximales du travail qu'on peut effectivement aujourd'hui adapter, notamment par voie d'accord collectif, mais 48 heures, c'est ça le maximum? 48 heures, mais qu'on Mhm. peut, le cas échéant, pour certaines activités, et sous réserve de négocier des accords collectifs augmentés, mais de façon dérogatoire et exceptionnelle. Mais cela ne préjuge en rien du fait que le respect des dispositions doit s'opérer. Donc si on est en déficit de recrutement, le prévisionnel que l'on a d'opérationnalité doit se faire au travers des effectifs et des ressources Bon, qu'on mais a maître, en est-ce que face. tout ça, c'est qu'une question d'argent finalement? Payez-moi plus et je travaillerai plus, ou je travaillerai tout court, ou il y a d'autres sujets derrière? Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a effectivement une question, bien sûr, de rémunération. C'est d'ailleurs pour ça que le secteur s'est orienté très en amont sur une renégociation des grilles salariales, parce qu'il a bien compris que manifestement la question des salaires serait quand même un préalable à toute opération de recrutement. Mais je pense qu'il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a à la fois une volonté des personnes de mieux équilibrer, et on le disait tout à l'heure, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Donc, Mhm. je pense que les La semaine de personnes du 4 jours, ça pourrait secteur, être une réponse? oui, la semaine de 4 jours, ou de déterminer des zones de roulement où finalement on bénéficie d'un séquençage de jours de repos peut-être plus en continu qu'on pouvait l'avoir, qui est une réponse en compensation à éventuellement des efforts qui pourraient être sollicités au moment où l'opérationnalité l'exige. Et là, le droit, l'avocat, mais le législateur aussi peuvent faire quoi là-dedans? Inventer une nouvelle relation contractuelle entre l'employeur et le Mais salarié? aujourd'hui, on peut tout inventer, hein. Voilà. Déjà, on peut inventer les choses par, je le disais tout à l'heure, la voie de l'accord collectif, puisque aujourd'hui, je vous rappelle quand même que depuis 2017, l'accord d'entreprise a été complètement revu dans ses fondements juridiques, et que toute entreprise, quelle que soit sa taille, même sans organisation syndicale, peut négocier des accords. Euh, Quand vous dites entreprise, c'est le patron du restaurant avec ses avec ses 8, salariés, 10... ok. un petit patron propriétaire de son restaurant qui a effectivement 8 à 10 salariés. C'est la fameuse théorie de ce que j'appelle moi le contrat multilatéral de travail, où il peut se mettre autour de la table avec ses salariés. Mais il peut ou il doit? C'est ça Ah, la question, maître. Non, non, mais... en tout cas, il en a la possibilité. ouais. Après, s'il peut ou il doit, moi j'aurais tendance à considérer en tant que professionnel qu'il a l'obligation, puisque d'une part, ça lui permet de sécuriser ses pratiques Oui. en parfait accord et en concertation avec ses salariés, et d'autre part, puisqu'il y a un socle qui est défini, il est rassurant, et ce socle rassurant peut aussi évoluer. Donc on peut se réasseoir à la table pour faire évoluer les choses en fonction d'une opérationnalité. Je crois que les gens ont beaucoup aujourd'hui de volonté, de rapport de confiance dans l'exécution des obligations réciproques. C'est-à-dire que le propriétaire restaurateur, il a besoin effectivement de la confiance de ses collaborateurs, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver tous les 4 matins avec effectivement un panel d'opérationnalité qui manque et qui fait
défaut à ce qu'il a prévu effectivement dans son action au quotidien. Et de l'autre côté, les salariés ont besoin de sécurité aussi sur le fait qu'on respecte les règles qu'on a mis en place, et notamment si on a prévu effectivement une organisation du travail qui prévoit, on va dire ce que l'on appelait tout à l'heure le repos par roulement, avec justement cette meilleure articulation, il faut s'y atteler, sauf si on a des justifications de circonstances exceptionnelles qui doivent être discutées en tout état de cause de gré à gré. Maître, vous avez parlé de la petite organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Il y a beaucoup de tradition orale dans ces métiers-là, où on dit les choses et puis après on dit « Ah oui, mais tu l'as dit, ah oui, mais les règles ont changé ». Est-ce que vous recommanderiez, vous, avocat, de coucher sur le papier tout ce qui est dit et acté? On dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. On écrit, et c'est pas qu'un mail, on fait quelque chose de contractuel qu'on contresigne? Moi, je crois beaucoup à l'écrit. C'est-à-dire que tout n'est pas retraçable par écrit, mais les règles minimales qui permettent effectivement de déterminer, de définir le cadre de confiance qui va permettre à chacune des parties de se retrouver en zone de confort, d'exécution, et aussi, il ne faut pas oublier que la sécurisation par l'écrit, elle n'est pas uniquement pour le salarié. Oui, c'est dans l'autre sens, oui. C'est une sécurisation réciproque. N'oublions jamais que l'accord collectif ou le contrat de travail, au-delà des règles spécifiques prévues par le Code du travail, sont des règles de droit civil visées par le 1134 du Code civil, qui dit que le contrat doit être exécuté de bonne foi, mais de façon synalagmatique et réciproque. Donc la sécurisation par écrit, pour moi, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle concerne à la fois les salariés par rapport aux exigences qu'ils peuvent avoir dans l'équilibre contractuel, mais aussi l'entreprise par rapport effectivement aux objectifs qu'elle s'assigne, puisque elle a vocation quand même à tirer profit de son activité opérationnelle, avec des salariés sur lesquels elle peut compter et dont elle peut exiger les obligations sur lesquelles ils se sont engagés. Pour rester dans la technique, puisque vous avez mis le pied dedans, on a un contrat de travail. Cet accord, il a quoi comme statut? C'est un avenant au contrat de travail? C'est un règlement intérieur d'entreprise? C'est comme un contrat cadre qui vient effectivement définir, on va dire, les règles collectives et les principes directeurs qui vont présider, notamment en matière d'organisation du travail, à ce qui va être effectivement les contraintes inhérentes à l'activité qui doivent être posées, les obligations des salariés qui découlent de ces contraintes et les avantages qui peuvent en résulter en termes notamment de rémunération, de majoration de rémunération et bien sûr d'octroi de repos compensateurs. Et de l'autre côté, l'exigence de pilotage, notamment visée par le préambule de l'accord, qui va effectivement identifier la justification des contraintes inhérentes aux obligations des salariés. Bon, l'heure tourne et on a beaucoup de choses à dire. Vous avez mis de côté l'événementiel, 2 mots sur l'événementiel. Alors l'événementiel, pour moi, il est dans une dimension un petit peu différente. Quand je dis ça, c'est que... Avec une forte saisonnalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une forte saisonnalité, puis il a été fortement impacté par le Covid. Je ne dis pas que l'hôtellerie-restauration ne l'a pas été, mais je pense que les conséquences du choc ne sont pas les mêmes. L'hôtellerie-restauration, pour moi, est vraiment dans une réflexion structurelle qui projette son avenir sous le bénéfice de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Pour l'événementiel, on est plus dans une période post-crise qui nécessite que l'activité reparte. Oui, c'est pour ça d'ailleurs. On n'a pas encore commandé les séminaires. Exactement, il y a toujours un décalage. Donc il faut cette période de redémarrage. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce secteur-là, on va plus être aujourd'hui dans une articulation de transition où effectivement, notamment en particulier, la PLD, c'est-à-dire l'activité partielle de longue durée, peut jouer un rôle de maîtrise de cette période de transition pour justement, le cas échéant, si on n'a pas retrouvé pleinement son activité, on puisse effectivement utiliser la PLD qui techniquement est une réduction de la durée du travail financée par l'État, afin effectivement de retrouver le niveau d'employabilité qui était celui d'avant le Covid. Maître, pour conclure ce rendez-vous, ce JT du droit social consacré à ce thème de l'emploi dans l'hôtellerie, restauration, café-restaurant et aussi tourisme et événementiel, un mot sur cette annonce qui a maintenant quelques semaines.
on a dit que tout d'un coup, le gouvernement allait négocier avec des pays du Maghreb. On parlait spécifiquement d'ailleurs de la Tunisie. Allez savoir pourquoi spécialement la Tunisie. En disant, eh bien, on va résoudre le problème de l'emploi saisonnier en déficit dans ce secteur en faisant venir des dizaines de milliers de Tunisiens pour devenir garçons de café. Je caricature à peine parce qu'on l'a entendu dans la bouche de personnalités politiques. C'est possible ? Je l'ai entendu aussi, et puis il y a eu effectivement des interviews télévisées, notamment de représentants d'organisations patronales qui ont effectivement indiqué qu'ils avaient des pourparlers pour permettre, lui et même, exactement, pour permettre de gérer le pilotage de ce transfert de salariés saisonniers tunisiens en particulier, ou marocains même, j'ai entendu. Ah oui. C'est pas nouveau, hein. Le fait de gérer des flux de salariés étrangers. Je vous rappelle que dans l'agriculture, au moment où effectivement il y avait une pénurie, il y a même plus de 20 ans, on a effectivement piloté des conventions bilatérales avec un certain nombre de pays pour faire venir, notamment pour les récoltes, des salariés étrangers, et qui continuent d'ailleurs d'être utilisés aujourd'hui. Oui, sauf que quand il s'agit de ramasser des fraises, on fait venir des gens d'Espagne ou de Roumanie qui sont dans l'Union européenne. Là, même on certains parle de Sud d'Amérique, mais c'est donc pas une question nouvelle. Donc que ponctuellement, ça puisse être une solution qui permette de répondre, je dirais, à ce problème d'employabilité, de recrutement, notamment pour la saison 2022 qui doit être effectivement sauvée puisque le secteur en a besoin. Je pense que c'est une solution qui est... Mais alors vous, maître, faites-nous la fiche technique, parce que si quelqu'un qui nous regarde en ce moment se dit bah, « moi aussi j'aimerais faire ça, mais comment je fais ?» On fait quoi? On doit déposer une demande en préfecture? Alors, on va attention, voir Pôle emploi? Pour moi, le cadre, c'est qu'il faut qu'il y ait naturellement un accord cadre qui soit défini entre les représentants des organisations patronales et l'État et les autorités de Tunisie ou du Maroc. Bon, mais l'accord est signé. L'accord est signé. Ensuite, normalement, on est dans un cadre d'autorisation, puisqu'on est dans un pays tiers à l'Union, donc il faut des autorisations de travail donc pour que les salariés, c'est un dépôt de demande en préfecture pour une autorisation qui peut être facilitée par le biais du ministère de l'Intérieur, parce que je vous le rappelle, il est possible, dans le cadre d'une immigration choisie, de définir par voie réglementaire, et c'est l'État qui prend sa responsabilité, ce que l'on appelle un assouplissement de la délivrance des autorisations de travail pour des catégories de salariés étrangers identifiés. Qui deviendrait alors automatique ou... Qui ne supprimerait pas le régime d'autorisation, mais qui le simplifierait en vue d'une certaine automaticité. Ce serait une sorte de régime de déclaration et non plus d'autorisation. On n'attend plus un retour, pas forcément. Je ne sais pas si on passerait vraiment sur un régime de déclaration, mais en tout cas, un régime d'autorisation simplifié qui révèle quasiment une automaticité, dès lors effectivement qu'on est bien sur le ciblage des populations concernées. Et comme dans ce secteur, le temps est une donnée fondamentale, c'est pas pour avoir une autorisation en septembre. Non, puisque le délai d'autorisation est très long. Donc, c'est pour ça que donc inévitablement, si on est sur cet objectif, c'est l'État qui devra donner les moyens au secteur d'obtenir immédiatement les accréditations des salariés concernés pour occuper les postes concernés. Et vous qui connaissez un peu les administrations dont on parle en ce moment, c'est utopique de rêver de 48 heures, de 72 heures, d'une semaine? C'est pas impossible, à partir du moment où effectivement un cadre juridique... Alors après, on peut considérer qu'on peut sécuriser le système, puisque vous savez que juridiquement, on peut faire en sorte d'avoir assoupli le cadre, de telle sorte que l'obligation est de déposer un dossier. Oui. À défaut de réponse, implicitement, l'autorisation est acquise. Ce qui vaudrait en quelque sorte autorisation tacite. Implicite. Et donc ça, c'est dans les tuyaux, on vient vous voir, on vous sollicite, vous en entendez parler. Oui, il y a beaucoup effectivement de personnes qui sollicitent, qui viennent questionner pour savoir à quel moment cela sera opérationnel. Et comme chaque fois qu'il y a ce type de questionnement, moi je mets quand même une réserve en indiquant que les avocats peuvent effectivement faciliter l'accompagnement, mais l'État doit prendre aussi ses responsabilités, puisque, comme je le disais, en matière de travailleurs étrangers, l'autorisation est de mise. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. La conclusion de ce sujet, c'est évidemment, et après, le retour, quand la saison est passée, au mois de septembre, au mois d'octobre, il y a déjà un billet d'avion retour avec le contrat de travail? Inévitablement, de toute façon, il s'agit de salariés étrangers, l'autorisation, elle
sera délivré pour une durée déterminée correspondant à la saison, ça c'est sûr. 3 mois, Oui, 6 3 mois mois. maximum. Vous savez que 3 mois, ouais. la durée de la saison n'est pas vraiment définie par le Code du travail, mais en règle générale, quand on parle de saison estivale, on est sur juin à septembre. Merci infiniment, maître Pascal Pétrel, de vous être prêté au jeu de cette interview sur ce sujet donc du recrutement dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau JT du droit du travail.